Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Bonjour, toujours Valérie. content de vous recevoir. Vous avez tant de choses à nous raconter. Toujours grand bavard. Mais alors, vous publiez chez XO Éditions. J'ai tant de choses à vous raconter. Donc, homme et le bandeau, homme de radio, de télévision, dessinateur, clarinettiste quotidien. Les 1000 vies de Christian Morin. Le livre fait près de 600 pages, je crois. C'est ça. Non, 339. Voilà. On a failli en faire 500, mais l'éditeur, a dit que quelqu'un de raisonnable, nous a dit non, il faut resserrer un petit peu autrement. Ah bah 1001 vies, Christian Morin. Alors vous avez reçu, j'ai eu l'occasion de vos dessins. Exactement. Vous aviez publié un recueil avec vos dessins de presse absolument formidables et vous avez un talent fou. Et on découvre dans ce livre qu'il y a eu d'autres choses dans cette vie. J'ai pas salué Gilles d'ailleurs, bonjour. Mais il n'y a pas de souci. Mais il y a qu'un truc que je n'ai pas fait, c'est la danse. Mais comme il y avait Nouréef, c'était difficile vous avez dit pour que moi. c'était difficile. C'était difficile. Tout est revenu facilement. Oui, parce que j'avais fait un plan. Ça, c'était une idée que André Castelot m'avait donnée. Il m'avait dit, tu sais, quand on fait un livre sur l'histoire, on fait des plans avant. Et après, on se balade à l'intérieur. Et ce qui était très amusant, c'est que les souvenirs très lointains reviennent assez facilement depuis la maternelle. Depuis, je revois des couleurs, des images, des odeurs de ce quartier que je raconte à Bordeaux, qui était un quartier après la guerre, qui était assez particulier. Il n'y avait que des prostituées. On peut le dire aujourd'hui, c'est un mot qu'on peut utiliser. J'étais dans le quartier des bordels à Bordeaux, avec l'école qui était à 150 mètres. Donc voilà. Et le jeudi, c'était le jour de repos, quand on s'amusait dans le quartier avec les copains, vie de quartier que si c'était à refaire, que je referais volontiers, ces dames nous disaient, allez jouer plus loin, vous nous empêchez de travailler. Bien forcément, on dérangeait un peu. Les Lyonnais sont attachés à Lyon, les Marseillais à Marseille. Vous êtes attaché à Bordeaux. Il y a quelque chose de spécial à Bordeaux? La ville est belle, d'abord sur le plan de l'architecture. C'est 17e, 18e. Bon, ça s'est amélioré, il y a eu des constructions beaucoup plus modernes. Mais la ville a été complètement renettoyée. Moi, je l'ai connue très très noire après la guerre, mais la ville est quand même très très belle. D'ailleurs, l'a transformée complètement. Oui. Et d'ailleurs, Chaban avait commencé, Chaban-Delmas, mais il y a énormément de tournages de films d'époque qui se font dans la région. Et puis la situation géographique est formidable. Il y a le bassin d'Arcachon qui n'est pas très loin, le Cap Ferré. Après, il y a la montagne, l'arrière-pays, et puis il y a des balades à faire. Alors, ce livre, est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir cette vie aujourd'hui? Pas du tout. C'est ce qui m'a frappé en le lisant, c'est-à-dire d'avoir pu avoir de multiples passions, que ce soit la musique, le dessin, le théâtre, la façon dont vous êtes arrivé à la radio, qui aujourd'hui paraît totalement impossible. En fait, l'histoire est assez simple. Si on la découpe pour être rapide, il y a eu donc cette période de ce test psychotechnique que mon père m'a fait passer, on faisait passer à tous les enfants. C'était à la sécurité sociale, ça durait 3 jours. Un exemple, Gilles et Valérie, on vous donnait un jeu de construction d'un petit village, et selon la manière dont on situait l'école, la mairie, l'église, l'épicerie, etc., on était jugé psychologiquement. Il y avait des études de réflexe, des titres de livres qu'on nous donnait à choisir, etc. Et il y avait au résultat des orientations, il y avait 70 à 80 réponses favorables aux arts, musique, littérature, dessin, théâtre, etc. Et quand j'ai vu ces résultats après le décès de mon père, alors que j'étais déjà européen, il y avait quand même 2 lignes où Christian pourrait être doué pour la profession de comédien ou de speaker. C'est étonnant. C'est incroyable. Et mon père a tiré toutes ses ficelles. C'est-à-dire, j'avais un don un peu pour le dessin, comme souvent chez les enfants. Il s'est dit, on va l'orienter vers... Je voulais être dessinateur industriel, mais après, ça a été les Beaux-Arts. Et puis, j'ai loupé mon brevet, donc je suis rentré directement aux Beaux-Arts. Et puis un jour, comme tous les parents qui ont connu la guerre, mon père me dit... Tu devrais apprendre un instrument de musique. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. C'est marrant, cette réflexion. Donc j'ai dit à un copain, merde, mon père veut me faire apprendre la musique en dehors des cours de rattrapage d'espagnol, de maths ou de physique. Et il me dit, mon père est prof de sax et de clarinette. Ah, je lui dis, c'est intéressant parce que tout le monde jouait de la guitare ou les premières notes de What I Say de Ray Charles dans les surprises parties. Donc le rock arrivait. Et ça a été la clarinette, et je suis tombé amoureux de l'instrument. Donc, si tu veux, dans la période mélangée
sur 10 ans à Bordeaux, les Beaux-Arts, la clarinette, des concerts de jazz, j'ai commencé à faire des affiches, des pochettes, des dessins humoristiques dans le Sud-Ouest, etc. Et au moment où il y a la cassure avec mon père qui disparaît rapidement du jour au lendemain, là je suis complètement paumé, j'étais à Paris, j'avais pris des contacts, je devais travailler en agence de pub, et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait réunir tout ce que je viens de faire pendant 10 ans? Est-ce que... pardon. Donc, c'est là ça a que été... je me suis dit, mais il y avait un homme qui me faisait rêver. Parce qu'il faisait, c'était Chancel avec le Grand Échiquier. Parce qu'un homme qui recevait Karajan, Ventura, Brassens dans la même émission, c'était assez fascinant. Ça me foutait un petit peu la trouille, donc je suis allé à la radio et c'est là que j'ai dit est-ce que vous avez des stages pour devenir speaker? On dit mais non, on dit plus speaker, on dit animateur, homme de radio, et on nous a permis, on permettait d'apprendre. Mardi dernier, on a reçu le réalisateur du documentaire sur la période de guerre avec Paul Touvier, avec tous ceux qui ont été on peut dire des traîtres, entre autres. Et je me suis dit, en lisant le livre, comment votre papa était au sorti de cette guerre? Est-ce que les gens dans cette période-là ont décidé d'oublier ce qui venait de se passer et penser à la fête, ou ils étaient imprégnés de ce qu'ils avaient vu? Alors non seulement il n'a pas oublié, mais il n'en gardait que des bons souvenirs. Il a toujours eu une espèce d'humour qui a dû le sauver quand il était en Pologne. Parce que mon père était autodidacte, dessinateur, imprimeur. Mais pour vous donner un exemple d'humour à sa manière, il a été fait prisonnier dans les premières lignes en 40 dans le nord de la France, blessé. C'est un jeune médecin allemand qui a sauvé son bras. Il avait un début de gangrène, on devait l'amputer, qui lui a sauvé son bras, qui lui a dit on a un fou à la tête de l'Allemagne, s'il n'y a pas un attentat, ça va être la ruine de l'Europe. Il était quand même gonflé de dire ça, soldat allemand. Et mon père était envoyé en Allemagne, et là, il avait falsifié ses papiers, il n'était que caporal dans les terriers marocains, il avait falsifié ses papiers pour se faire porter comme sous-officier. Et quand vous étiez sous-officier, vous pouviez refuser de travailler pour les Allemands. Et là, il a hérité, comme il disait, du Club Med pendant 3 ans en Pologne. Et il en a fait donc un album de sa captivité, qui est un véritable reportage sur ce qu'il a connu. Parce que la première année, il était dans un camp où il y avait des soldats russes et des juifs, les Israélites, comme on disait à l'époque. Après, malheureusement, tous ces gens sont repartis. Et lui, quand il est rentré, tous les copains, toutes les choses qu'il évoquait du camp, dans les souvenirs que j'ai d'enfance, c'était des souvenirs assez joyeux, quoi. Bon, il a eu des emmerdements, il avait 33 ans, vous imaginez, quand... Et il a eu, c'est assez frappant, et on le voit quand vous l'évoquez, l'importance qu'a eu votre père, en fait, cette ouverture d'esprit, où il a accepté cette fibre artistique, en fait. Exactement. Alors, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé s'il avait su que son fils faisait de la radio ou de la télévision. ma mère a vécu tout ça, mais avec joie d'ailleurs. Mais mon père était formidable. Il m'engueulait comme il fallait. C'est-à-dire que écoutez, c'était une famille tout à fait normale, des gens adorables. J'ai eu une enfance heureuse dans un contexte d'après-guerre. Pas de salle de bain. Ma première salle de bain, je l'ai eue à 18 ans, mais j'en ai parlé un jour avec Eddie Mitchell. On a tous connu les douches municipales à l'époque. On faisait 150 mètres, on allait prendre des douches. Et la première télé, le poste de télévision. En 62 ou 63 seulement, oui. 62, c'était du noir et blanc. Du noir et blanc. Dans nos métiers, on a la chance de rencontrer évidemment des gens qu'on admire ou qu'on aime, ou des personnalités, mais aussi, j'en ai parlé avant-hier avec Sheila, on rencontre aussi des personnes que nos parents ont aimées ou dont ils étaient fans. Est-ce qu'il y a des artistes, quand vous les avez rencontrés, en disant « Mon père aurait tellement été heureux de le rencontrer ». Charles Trenet. Parce que quand j'étais plus jeune, moi, j'étais un peu plus porté sur le jazz que le rock, mais c'était Johnny, Eddie Mitchell, les Chaussettes Noires à l'époque, et donc Charles Trenet, Tino Rossi, et ça fait Luis bizarre Mariano. À ce moment-là, exactement, de se dire je suis avec l'artiste dont mon père ou ma mère était fan. Et puis attendez, pour une émission avec Guy Lux que je voyais aussi à la télévision, en noir et blanc. Bien sûr, c'est ça. Charles Trenet me dit est-ce que Christian Morin serait d'accord pour jouer de la clarinette avec Charles Trenet?
tourner dans une émission de... Je dis, mais volontiers. Donc je me suis retrouvé avec Charles en train de jouer dans une émission de télé. Alors, il y a une partie sur votre enfance, il y a l'arrivée à la radio, il y a la télévision, et toutes ces personnalités que vous avez rencontrées. Il y a un petit tacle à Michel Drucker. Oh non, c'est aimable, c'est aimable. C'est aimable, mais vous avez vu ce qu'elle a été chercher? Mais pas du tout, c'est là. Ouais, je vous connais. C'est dans les photos. Première interview de Céline Dion en Europe sur la télé suisse. Mon ami Michel Drucker devra attendre une semaine. Exactement. Vous avez Alors, été faut le que je raconte. premier, voilà. Faut que je raconte l'histoire. Oui. Oui, Alain Morisot, le producteur de l'émission, avec qui j'ai fait beaucoup d'albums, c'est un musicien très connu en Suisse et au Canada. Et un jour, il me dit, écoute, dans le programme, on va recevoir une jeune fille que j'ai écoutée au Canada. Tu vas voir, elle est toute jeune, elle a 14 ans, mais elle chante, mais remarquablement bien. Et on a vu arriver Céline Dion, un ou deux de ses frères, la famille. Sa mère était là également. Et puis, je l'ai interviewé. Mais comme en Suisse, il y avait quand même moins de taux d'écoute que l'émission de Michel Drucker, moi je l'ai eu en Suisse, mais c'est surtout la réception chez Michel Drucker qui est restée dans l'histoire. C'est un clin d'œil. Oui. D'autant que Michel et Jean-Pierre Foucault font partie de ces gens dans ce métier qui sont vraiment des gens que je respecte, que j'aime beaucoup. Et avec qui vous avez encore des contacts? Oui, toujours. Oui. On se passe un coup de fil pour prendre des nouvelles de la santé, en prenant un petit peu d'âge les uns et les autres, avec Jean-Pierre, avec les jeunes ensemble, et avec Michel, on s'appelle souvent. Votre première émission, pardon, c'était Altitude 10 000. Ça, c'était votre première télé, votre première apparition à vous à la télé. Oui, j'avais vraiment la trouille. J'ai passé un test aussi, là, c'est Alain Jérôme, le producteur, celui qu'on retrouvait dans les dossiers de l'écran. Absolument. Qui a eu cette idée. Il avait, je ne sais pas combien de kilomètres de pellicule de survol de la France, de villes. Il fallait reconnaître les villes selon une altitude. Plus on reconnaissait la ville à bas étage, si j'ose dire, moins on gagnait d'argent transformable en billets d'avion. D'où le titre Altitude 10 000. Et j'étais dans une cabine d'avion avec deux candidats. On tournait à Lille parce qu'il fallait faire travailler les équipes de France 3. Et les candidats me disaient, vous savez, monsieur Morin, on a la trouille, on a peur, c'est notre première télévision, on compte sur vous. Moi, je leur disais très, très majestueux, je dis, ne vous inquiétez pas, j'avais autant la trouille qu'eux. Évidemment, on tournait à partir de 7h du matin, ça passait le jeudi soir. C'est une émission qui plaisait beaucoup à l'éducation nationale. Il y avait Alain Decaux, Castelot, qui donnait des renseignements historiques. C'était vraiment formidable. Mais je crois que dans cette période-là, toutes les émissions ont été inventées, en fait. Exactement. Tous les concepts, quand Prime Video fait un concept où des stars viennent raconter un mensonge, il faut découvrir si entre trois propositions, quelle est la vérité. C'est ce que faisait Pierre Bellemare. À 19h30, ça s'appelait J'ai une histoire, je crois. Non, c'était les paris de TF1. Ouais, voilà, c'est les ça. paris de TF1, c'est là qu'il m'avait demandé, mais un jour, Pierre Bellemare, avec sa voix, me dit... Allô Christian, c'est Pierre. J'ai dit, mais je t'ai reconnu, oui. Tu n'es pas sans savoir que je quitte TF1, je m'en vais sur France 3. J'ai besoin d'un présentateur, c'est toi qui vas m'en placer. Qu'est-ce que vous voulez répondre quand c'est Bellemare qui vous appelle? Oui. Bon, et donc, mais pour le test, je reviens sur le test d'Altitude 10 000, la première émission de télévision, je me retrouve en concurrence, je vois passer devant moi deux types qui, pour moi, à mes yeux, étaient déjà plus professionnels que moi, André Torrent et Gérard Rolls. Ah oui. Qui passait le même test que moi. Et j'arrivais des États-Unis où j'étais fasciné par la télé américaine. Je me plante sur l'explication du jeu. Je me rattrape d'une façon un peu goguenarde. Et à la fin, Alain Jérôme me dit « Est-ce que vous êtes libre à déjeuner ?» Et on est allé déjeuner et c'est moi qui ai été choisi. Voilà comment ça commence. Quelle carrière, hein? Mais on a du bol parce que, je le dis pour la radio, on nous laissait le temps d'apprendre. Et on nous engueulait quand ça n'allait pas aussi. On avait des patrons qui nous faisaient voir comment il fallait faire. Bon, il y avait des patrons. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous, Christian Morin, pour parler de cette vie incroyable. J'ai tant de choses à vous raconter qui paraît chez XO. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Christian Morin. J'ai tant de choses à vous raconter. C'est votre biographie, autobiographie qui paraît chez XO. Pourquoi vous ne les aviez pas racontées avant ? J'avais commencé à raconter quelque chose qui ne me convenait pas, parce que c'était brouillon, c'était un peu décousu, ça partait un peu dans tous les sens. Donc là, je tenais à avoir ces tranches de vie, c'est-à-dire l'enfance. Parce qu'il faut absolument raconter l'enfance. C'est toujours généreux, puis surtout dans ce contexte-là, de l'après-guerre, avec...
Mais avec des souvenirs très attachants. Oui, complètement. Une vie de quartier qui était des plus agréables. Oui. J'en ai parlé un jour avec Francis Cabrel, qui connaissait ça dans le Sud. Par exemple, au beau jour, dans ce quartier de Bordeaux, pas très loin du centre, de la place Gambetta, quand il commençait à faire beau, vous savez, quand le printemps arrive et qu'on commence à voir les hirondelles, ça c'est génial, j'adore ça. J'aime pas quand elles repartent, mais quand elles arrivent, les hirondelles, le soir, il y avait la radio. Alors on écoutait la radio, c'était la tribune de l'histoire, et puis notamment, et le soir, quand il faisait bon, que faisaient mes parents? Ils sortaient des chaises devant la porte, les voisins sortaient des chaises, les gens se parlaient entre eux, et les gamins, nous, c'était génial, parce que jusqu'à 10h du soir, on pouvait jouer dans le quartier, pendant que les péripatéticiennes continuaient de travailler cependant. Oui. Mais justement, dans ce livre, c'est une traversée... C'est une traversée de plusieurs époques et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit comment les choses ont pu évoluer et comment c'est vous complètement les avez, générationnel, c'est-à-dire oui, tous ces points de repère sont les mêmes que, puisque vous parliez de Sheila tout à l'heure, c'est la même génération, elle a dû connaître ces mêmes périodes. Absolument. Avec d'autres contextes probablement. Oui, enfin elle nous a expliqué que c'était dur d'être une femme à cette époque-là. Ah, beaucoup plus dur. Puis, il faut dire que, parenthèse, pour dire que Annie Chancel, cette pauvre Sheila, on a pris plein la gueule. Parce que c'est ce qu'elle a dit. J'ai trouvé ça d'une inélégance. Vous trouvez que c'était plus simple d'être un homme? Est-ce que votre carrière aurait été la même si vous aviez été une femme? Je vais vous donner un exemple. C'est à Europe 1, par exemple, toutes les femmes ne donnaient que leur prénom à l'antenne. Maryse, jusqu'à ce que Julie se soit appelée Leclerc, mais Marie Gildas, c'était Marie, c'était que des prénoms. Et Julie a été longtemps Julie. Exactement. Julie de Report d'ailleurs, on disait. Mais il y avait une, alors c'est pas gentil pour les journalistes, mais il y avait quand même une poutre maîtresse dans les radios, c'était la rédaction, les journalistes. Oui. Après, les animateurs, c'était autre chose, un autre département. Mais donc, il y avait quand même une misogynie qui était... Je me souviens que quand Christine Ockrent est arrivée à Europe 1, il y avait des petits sourires en coin chez les journalistes masculins. Mais ce que disait Christine Bravo, et ça va vous concerner, quand il y a eu Froufrou, le succès, etc., elle disait, en fait, il y avait assez peu de femmes animatrices. Il y avait soit les journalistes type Christine Ockrent, soit Annie Pujol, qui tournait la rue de la Fortune. Exactement. Ou qui était dans Sacrée Soirée. Donc, c'était soit la femme petite, j'ai toute mon amitié, admiration à Annie Pujol qui tournait la roue, qui tournait les lettres plutôt. Et encore, moi, il y a quelque chose qui m'énervait. Normalement, dans la version américaine, la présentatrice ne parle pas, Vanna White. Mais moi, je parlais à Annie un petit peu, ça. Oui. On changeait un petit peu la règle. Alors, justement, puisqu'on parle de la roue de la fortune, sur M6, ils ont décidé d'enlever la personne, et c'est à la demande de l'animateur, qu'il n'y ait plus ça. Vous le regrettez, vous, ou pas? C'est-à-dire que maintenant, c'est la technique qui prend le dessus, parce que les lettres sont tournées automatiquement, techniquement. Écoutez, moi, j'aimais bien la complicité qu'on avait avec Annie. D'ailleurs, on se voit toujours. C'est toujours une très, très bonne amie, avec son petit accent de Perpignan. C'est une très bonne professeure de danse, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a changé. Encore que j'ai vu un peu Éric Antoine, je trouve qu'il fait ça très très bien. Et à la différence, c'est que souvent, ce sont les candidats qui sont devenus des stars et des personnages du jeu. Ce qui est différencié de votre époque, je vous ai mis un extrait. Ouh là là! Allez, on y va, on y croit! Ouh là 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 là! T'en fais pas. Elle est... T'es à 2 et tu es loin. Tout va bien. Oui, c'est-à-dire... Oui. Alors, juste Pénélope. Oh, mais tout va bien. Pénélope, tout va bien. La vie est belle. Faites un petit massage à Pénélope. Pénélope, ça va, tout va bien, Pénélope. Ça va, la vie est belle. Oh, j'ai cru que j'avais tout perdu. Elle est stressée, Pénélope. Elle est stressée. Je crois que je suis la pire candidate. Non, tu n'es pas la pire. Tu es l'une des pires. Non. Mais aujourd'hui, les candidats font partie du show. Ils étaient moins expansifs à votre époque. Oui, mais je le regarde parce que c'est la méthode américaine. Oui, on les voyait crier, s'évanouir. Mais encore que chez nous, moi j'avais compris, quand on m'a proposé la roue de la fortune, j'ai demandé à visualiser l'émission. Je l'ai vue 10 fois de suite pour comprendre quelque chose. Et j'ai compris que la vedette cette émission, c'était pas l'animateur, c'était pas Annie Pujol, c'était la roue.
Cette roue, l'idée est géniale. Et la vitrine. Et la vitrine. Tu les as rêvés, la vitrine. Et les candidats. Donc, les candidats, il y avait des candidats plus ou moins expansifs. Ce qui a été formidable, c'est que j'ai réussi à trouver du travail à 2 ou 3 chômeurs pendant qu'on faisait l'émission. C'est vrai, il y a eu des aventures extraordinaires. Non, on s'est bien amusé. Et puis, il y avait une espèce... Moi, j'aimais bien bavarder avec les gens, savoir d'où ils venaient, quel était leur métier, leur profession. Mais Éric Antoine, il a quelque chose de naturellement... le mot n'est plus à la mode, mais je crois que c'est un type, un vrai gentil. Oui. C'est un type assez chouette et on le sent au travers. Alors ses plaisanteries sont assez amusantes. Et d'ailleurs, une autre station de ma radio m'avait demandé de lui souhaiter bonne chance. J'avais enregistré un petit texte en lui disant fais attention, tu aurais dû garder le nom de Christian Morin parce que Éric Antoine reviendra à la mode. Et je lui ai dit ne te penche pas trop, surtout si vu ta taille, si tu tombes dans ma croûte, ça la foutrait mal. Donc voilà. Et si on avait été jusqu'au bout de la nostalgie et de vous mettre comme animateur, vous auriez dit oui, c'est M6 à se dire allez, on va jusqu'au bout de la démarche. Comme ils ont fait avec la gaffe sur le Big Deal. Oui. On va jusqu'au bout de la démarche et on met Christian Morin. J'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Pourquoi pas parce moi, que ce que j'aurais fait, ça aurait été drôle. Mais je vais vous dire une chose, c'est que Valérie, aux États-Unis, c'est toujours le même présentateur, Pat Sajak, qui nous a reçus d'ailleurs sur le plateau avec Annie Pujol. Mais est-ce que vous auriez dit oui si on vous avait proposé d'animer la Pourquoi pas? Je vais vous dire oui et non pour une autre réserve, c'est que quand on se connaît soi-même, ça va, mais on ne sait pas comment on apparaît aux yeux du public. Là, il ne faut pas que ce soit en porte-à-faux. Vous avez peur de ça? Non, c'est pas une inquiétude. C'est que si j'étais resté à la télévision comme Michel Drucker, en prenant de l'âge, ou comme Jean-Pierre Foucault, ça va. Mais moi, il y a une disparition des écrans quand même. Donc, les gens... Franchement, vous ne changez pas. Dans la tête des gens. Non, mais vous savez que j'en profite d'ailleurs et je remercie ma société d'édition, XO, parce que je fais un exercice pour le visage, je fais XO. Voilà. Faites-le tous les matins, vous verrez, ça fonctionne très bien. Vous faites du sport? Vous faites de... Oui, je fais la gym, je fais du vélo, du vélo en salle, du rameur, je remue, il faut s'étirer un petit peu. Vous avez remarqué que les bébés et les chiens au réveil s'étirent, pas nous. Dès qu'on vieillit, on ne s'étire pas assez. Absolument, il faut faire comme les chats, s'étirer, faire le mode. Vous savez, Valérie, même si on apparaît physiquement pas trop mal, et les 80 piges sont là, je peux vous dire qu'au réveil le matin, il faut quand même remettre la machine. Alors, vous parlez dans votre livre de nombreuses rencontres. Moi, il y a une rencontre qui m'intéresse parce que vous avez vécu quand même quelque chose d'incroyable dans votre vie, qui est la période de la 5. La 5 est quelque chose d'assez étonnant. Et vous présentiez une émission, alors pour le coup, dans la misogynie, je crois qu'on n'a pas fait pire, qui s'appelait Chercher la femme. Que vous co-présentiez, puisqu'il y avait Amande Dalir. Alors, je vous ai mis un petit début. Alors, évidemment, c'est le son de la 5, donc c'est un peu un son un peu difficile à écouter. Elle était dans une robe à fleurs et vous allez voir, elle vous répond du tac au tac. Chercher la femme, c'est avec Christian, c'est le printemps. Oui, alors il faut arroser tous les matins avec ses fleurs et en plus faites très attention aux abeilles. Et à propos de printemps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais pas si tu es comme moi, Amanda, mais moi je suis très sensible aux saisons et depuis 15 jours, c'est le mais pas du tout. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette émission, c'est il y a des femmes en petite tenue, en veux-tu, en voilà, à l'italienne, et puis elle qui est juste incroyable et décalée en fait. Et oui, mais volontairement, parce qu'elle présentait la version italienne. Mais elle se changeait 4-5 fois pendant l'émission. Moi, j'étais en smoking, bien sûr. Mais Amanda, je le souligne à chaque fois, je me suis très très bien entendu avec elle. C'est quelqu'un de drôle, qui a beaucoup d'humour, qui parle quand même 5 langues. On avait un point commun, puisqu'elle a fait les beaux-arts, elle a fait de la peinture, moi aussi. On parlait de cela. Elle me racontait toujours ses histoires avec Dali, évidemment. Et j'ai passé 6 mois merveilleux en Italie. Mais vous faisiez allusion au début des émissions et des remakes à la télévision. C'était en fait le remake d'une émission qui s'appelait Reine d'un jour de Jean Norin. C'est vrai. Mais porté à la télévision avec... Et dans votre livre, on apprend qu'il y avait Karine Viard parmi les jeunes femmes qui ont participé. J'ai une séquence, il faudra que je vous la fasse voir, qui était une des candidates. Elle faisait déjà du théâtre. Et à un moment, on avait fait un gag. J'ai dit, excusez-moi, mais j'ai le dos qui me gratte un peu. Vous pouvez me gratter le dos, etc. Et elle a été adorable, elle a joué le jeu. Et un jour, je rencontre dans un restaurant Karine Viard. Je lui dis, mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils avaient vu une séquence. Vous avez participé
au jeu en Italie. Elle me dit, mais tout à fait, Christian. oui. Donc, on a fait connaissance comme ça. C'est une excellente comédienne. oui, Je conseille à formidable. tous nos auditeurs d'aller sur Internet, d'aller sur le site de Dina. Il y a les 2h45 d'ouverture de la chaîne, Ah ouais. qui est juste quelque chose. Mais Ouais, vraiment, je m'en souviens, moi. j'ai regardé ça, mais toutes les stars étaient là. C'est Charles Aznavour qui coupe le ruban d'ouverture de la chaîne. Et à un moment, il y a un magnéto avec le message des chaînes en entier et avec, je vous ai retrouvé le journaliste vedette de CBS News à l'époque, qui était une énorme star et qui a même fait un message en français. ABC News are uniquely qualified to bring you the world. I'm Peter Jennings for ABC News in New York, and it gives me great pleasure to congratulate Le 5 on its first day of broadcasting, l'occasion de sa première journée de télédiffusion. Et Les nouvelles et les il a dû informations sont toucher un petit chèque, non? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, C'était parce Peter que... Jennings des ABC. Ouais. Et il y avait Dan Rather de CBS juste avant. Ouais. Vous Mais, pensez pas parce que Berlusconi avait le carnet de chèques facile quand Oui, même. mais on a exagéré aussi. Je Ouais. dis pas le contraire, mais je veux dire, on a un peu exagéré en transformant les choses. Berlusconi, Avant, vous n'avez c'était... pas eu comme Drucker une Ferrari qui vous a été proposée? Moi, on m'a pas un proposé de hélicoptère, Ferrari. Non, maison. j'avais un très bon... Quand on écoute j'avais- Michel Drucker, on lui a proposé Michel, oui, une oui, c'est- Ferrari, un tas de choses. hein. Moi, on m'a pas proposé de Ferrari, mais je n'étais pas non plus à l'époque Michel Drucker, qui avait quand même, il faut le rappeler, Oui. qui a toujours eu une notoriété, c'était le numéro 1. On avait tous envie d'être un peu Michel Drucker, il faut être honnête. Mais est-ce qu'il y avait un chiffre multiplicateur, en revanche, comme pour lui? Il y avait de très bons chiffres, on était payé correctement. Mais et les voyages aussi. Moi, un jour, je dis à Berlusconi, Silvio, c'est une espèce de parrain. Il était toujours là, il avait 2 ou 3 smokings dans son bureau, toujours prêt pour les photos. Et je dis à Silvio, j'ai dit, écoutez, il faudrait que je fasse un aller-retour à Paris. On faisait des tournages avec Roger Isabelle pour des spots, des enchaînements. Et je lui dis, il faut que j'aille à Paris pour faire des photos pour Télé 7 jours, etc., etc. Il me dit, pas des problèmes, et Christian, s'il vous plaît, t'es l'avion. Bon, ok, avion privé de Berlusconi. Et bonjour la taxe carbone d'ailleurs, je me suis retrouvé tout seul dans l'avion de Berlusconi, un avion de 6 ou 10 places à peu près, avec pilote, copilote et un barman. Ah oui. Monsieur Molin, qu'est-ce qui vous sert? Un martini, et je me suis retrouvé au-dessus des nuages, j'ai vu le Mont Blanc avec les couchers de soleil. Ça, je me disais, ouais. c'est là où, quand vous savez d'où vous venez, Ouais, vous appréciez. il faut en profiter ouais, et se dire, on est gâté. Et si si on revient après en bas de l'escalier, c'est pas grave. Coluche me disait toujours ça. Il faut se souvenir. Il dit, moi, plus tard, ça aurait été bien pour lui, il serait toujours avec nous. Il dit, plus tard, je serai dans un cirque avec un nez rouge, je tirerai l'élastique et je dirai, j'étais Coluche. Vous vous souvenez de moi? Il voulait être clown pour terminer sa carrière. C'est vrai qu'il faut se souvenir de ça et en profiter au maximum. Mais Berlusconi, l'homme, avant qu'il ne s'attache à la politique, et c'est un type passionnant. Oui. Il avait fait du cabaret. Vous racontez un dîner chez lui avec des tableaux absolument. Il me dit, vous avez fait les Beaux-Arts, somptueux. Christian? Venez voir, je vais vous faire voir. Il y avait des tableaux, des canalettos italiens du 16e, 17e, une bibliothèque, je ne vous dis que ça. Mais l'homme était passionnant, il connaissait toute la chanson française. Il m'a dit, j'aimerais bien que vous téléphoniez à Charles Trenet, je voudrais bien les rencontrer. Et Charles Trenet est venu, bien sûr, dans une émission. Mais pour l'ouverture, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un sketch avec Ornella Muti. Oui. Avec Ornella Muti. Et Ugo Tognazzi, non, il n'y avait pas Ugo Tognazzi, oui. Ugo Tognazzi, avec qui j'avais tourné dans un téléfilm avec Marlène Jobert quelques années avant. Et là, il y a, je parlais beaucoup, on faisait des photos avec cette fille formidable. Donc, elle était à côté de moi et on parlait un petit peu. Et je lui disais, vous aimez la France? Elle me dit, oui, j'adore la France et j'ai un petit problème. Et vous savez, comme toutes les femmes italiennes, j'aime la nourriture chez vous. Et quand je vais tourner en France, Ornella me dit, j'ai un problème, j'amène avec moi toujours la bascule pour pas savoir si je prends les poids. Parce qu'autrement, ça pose des problèmes. Alors, je lui dis, est-ce que vous connaissez une recette que m'avait indiquée Pierre Perret? Des pâtes fraîches au foie gras. Je ne connais pas. Voilà, le cadeau que j'ai offert à Ornella Muti en Italie, c'est une boîte de foie gras. Et qu'est-ce qu'elle a, comment on fait les pâtes au foie? Très simple, je vais vous le donner. Vous faites ça intéresse Valérie. Des pâtes fraîches, Valérie, classiques. Alors avant, vous prenez le foie gras, vous lui redonnez le foie gras à sa température naturelle pour qu'il fonde un peu, voilà. Non, mais il vaut mieux qu'il se liquéfie un tout petit peu. Et au moment où vous servez les pâtes, alors il faut les manger tout de suite parce que ça refroidit très vite. Vous les servez très chaudes. Vous saupoudrez le foie gras et la graisse du foie gras dans les pâtes, ça graisse et puis vous rajoutez, vous savez, des petites
petite pelure de truffe avec, vous mangez, c'est délicieux. Bon, voilà, je vais aller manger, Valérie. Voilà, on va tout de suite aller casser la croûte. Beaucoup de souvenirs, beaucoup d'histoires. Vous allez retrouver évidemment les noms qu'on connaît tous. Alain Delon, on n'a pas le temps de tout raconter. Michel Morgan. Cabu. J'ai tant de choses à vous raconter. C'est chez XO, c'est 1001 anecdotes, 1001 histoires. Et ça dit beaucoup de cette vie que vous avez traversée avec toujours cette élégance et cette voix qui ne change pas. J'espère. En tous les cas, la vôtre non plus. Mon cher Gilles et Valérie, merci d'avoir été avec nous. Ça paraît chez XO. Enfin, c'est paru il y a 2 jours chez XO. Merci à vous. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi, absolument. Alors, merci. Bon week-end. Et puis je vais vous dire, continue. Comme ça fait la 2e fois que je viens chez vous, jamais 203. Je vais refaire quelque chose pour venir vous voir une 3e fois avec bonheur. Livre, absolument. Merci de votre accueil. On se retrouve, nous, pour les débats dans un instant.